Merci aux organisateurs qui me permettent aussi de faire une présentation en même temps que ma collègue. On est du même labo et tous les deux, on n'a pas mis le nouveau logo du labo. Bon, niveau communication, on peut mieux faire. Donc j'aimerais associer aussi Frédéric Pierlot, doctorant dans l'unité, qui a son stress de 3e année de thèse, a ajouté un stress d'organiser ce colloque. Il faudra vraiment qu'on le remercie. Et donc, oui, sur cette problématique des indicateurs, elle est venue de cette prise de conscience des impacts des pratiques agricoles, donc spécialement d'utilisation des pesticides, qui a amené notamment à des actions, des plans d'action comme le plan Éco-Phyto à niveau national, mais aussi à de nombreux travaux. On a eu des exemples lundi sur les essais systèmes d'amélioration des pratiques, des actions de conseil, et ainsi de suite. Les actions Agrimieux de l'Agence de l'eau, tout ça pour mieux et moins utiliser les impacts. Et tout ça pose la question de l'évaluation aussi. Et donc, très vite, on en est arrivé à une explosion d'indicateurs, un besoin d'indicateurs, à une explosion avec aussi des synthèses qui ont été écrites, notamment sur le sujet des indicateurs pesticides. Il y a eu le site un guide qui met aussi à disposition de l'information sur tous ces indicateurs. Néanmoins, il y a très peu de travaux sur... très peu de travaux sur l'analyse détaillée de la construction des indicateurs. Et sur cette question, je suis parti du projet Éco-Phyto équipe que j'avais mené et dont Frédéric vous a déjà présenté dans les précédents GFP des résultats. Donc on avait 26 indicateurs qui évaluaient l'impact des pratiques sur les transferts vers les eaux de surface et souterraines. Donc, dans le projet, on a travaillé sur la qualité prédictive et puis de voir un peu la gamme de variations de la construction de ces indicateurs, quels sont les processus, les questions de faisabilité, de qualité prédictive. Voilà un peu l'objet de l'exposé, un peu un exposé plutôt de revue plutôt que des expérimentations spécifiques. Or, pourquoi on parle d'indicateurs? Je vous rappelle, on a toujours ce problème de mesure des impacts, notamment de chaque fois qu'un agriculteur sort son pulvérisateur, on ne peut pas mesurer l'impact sur la santé humaine. On pourrait le faire si on avait les moyens et les instruments. Parfois, c'est même pas possible. Par exemple, je ne sais pas ce que vous pensez en ce moment de mon indicateur, de mon exposé, mais si vous piquez tous du nez, j'ai un indicateur. Voilà. Et puis, si on reprend cette chaîne causale archi-fausse parce qu'elle n'est jamais linéaire, on peut peut-être prendre l'information sur les pratiques qui est encore accessible pour quand même avoir une idée sur ce qui se passe en termes d'émissions, en termes de changement d'état des masses d'eau. On peut aussi encore mesurer ce qui sort au niveau des parcelles ou utiliser des modèles, mais qui nous donneront aussi une information sur les impacts en termes de santé, notamment. Donc là, il y a un message important quand on parle d'indicateurs. En fait, il se cache beaucoup de choses derrière. C'est un peu aussi ce qui motive ce genre d'exposé. Alors, donc juste une typologie très globale de finalement 3 grandes familles d'indicateurs qui existent, ou 4. Les indicateurs de cause qui reposent sur des variables ou des combinaisons simples de variables. Je vais venir sur les exemples, je repartirai de cette typologie pour la suite. Des indicateurs d'effets mesurés, on a tous ces travaux qu'on a eus avant, donc sur les vers de terre, qui peuvent être des indicateurs du fonctionnement biologique des sols. Et puis au milieu, finalement, des indicateurs que j'appelle prédictifs, reposant sur des fonctions estimatrices reliant des variables d'entrée à une variable de sortie. Et je distingue donc des indicateurs reposant sur des modèles opérationnels, donc on n'utilise pas trop de données, des données accessibles aussi, par rapport à des indicateurs sortant de modèles issus de la recherche, et donc ce que font les chercheurs souvent, c'est compliqué. Derrière, on se promène finalement sur un continuum entre des indicateurs faisables, si tant est qu'on a accès aux données, on va y revenir,
à des indicateurs qui donnent vraiment une photo assez exacte de la réalité si on a maîtrisé la métrologie. Et ces indicateurs prédictifs sont vraiment intéressants, sont un compromis, mais aussi permettent de remonter aux causes et permettent aussi de faire des évaluations ex ante, a priori, finalement sur des situations fictives, tester des scénarios, ce qu'on ne peut pas faire avec des mesures de terrain, qui nous donnent peut-être une photo intéressante, mais pas l'explication, quels sont les facteurs impliqués. Et donc, je vais partir de cette typologie pour faire un peu un état des lieux, ce qu'on a sur ces indicateurs traitant des transferts des substances actives vers les masses d'eau. Alors, juste encore un mot, il ne s'agit pas de dire, voilà, ça c'est les mauvais indicateurs, d'autres sont les bons, c'est une affaire de compromis, c'est aussi une affaire des types à privilégier selon les usages, selon les finalités de l'évaluation. Et donc, ces indicateurs de cause, vous avez des variables de milieu qu'on a transformées en indicateurs, très classiquement pourcentage de surface drainée, de surface en pente, des indicateurs de gestion de milieu, la longueur de bande enherbée, les indicateurs de surface, pourcentage de surface traitée ou non traitée, pourcentage en surface en agriculture biologique. Je crois que dans certains projets, ils sont ressortis. Et puis, l'indicateur qui est quand même beaucoup utilisé, c'est la quantité de substances actives, QSA en français. Et encore plus maintenant, ces indicateurs reposant sur le ratio dose sur une dose de référence, notamment l'IFT, qui est quand même l'indicateur le plus connu en France, mais qui existe aussi en Allemagne, par exemple, Behandlung Index, ou le NODU au niveau national, qui est en fait un IFT national, un rapport sur une dose de substance active, quantité de substances actives vendues sur une dose de référence, encore une fois. Donc des indicateurs faisables, il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour les comprendre, il faut avoir quand même les données et que les agriculteurs veuillent les donner. Sur les grandes surfaces, on n'a pas forcément accès. Il faut, pour l'IFT, quand même s'être mis d'accord sur la dose de référence. Et dans un pays qui a 250 fromages, ce n'est pas toujours si simple. Je passe maintenant aux indicateurs d'effet prédictif, sur ces indicateurs qui reposent sur des fonctions. Alors, les plus rustiques, mais prennent en compte juste, et j'ai oublié un mot, quelques facteurs ne prennent pas en compte tous les facteurs. Donc vous avez quelque chose d'assez vraiment basique, c'est des doses, des quantités de substances actives fois un coefficient de transfert qui peut quand même être obtenu à partir de modélisation. NRI, c'est pas NRI, ouais. Vous avez des indicateurs qui reposent sur un croisement de la dose et des propriétés de substances actives. C'est assez classique. Alors la méthode CIRIS qui vous donne des scores, EIQ, qui a été publié en 92 par des Américains, qui repose sur des classes. Il est aussi à noter qu'en analyse de cycle de vie, qui est une grande famille de méthodes d'évaluation environnementale, jusqu'à récemment, pour la question de l'écotoxicité liée aux pesticides, c'était une approche un peu de ce genre. Dose fois substance active, on considérait que toute la quantité de substances actives pouvait impacter la santé humaine. Ils ont maintenant de nouveaux modèles, mais bon, il faut toujours se poser la question d'analyse de cycle de vie. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Un autre exemple, AdScore, où il y a aussi une mise en score de la dose, l'application, de l'aménagement, et on recroise dans un second temps avec la dose de substances actives. Là derrière, il y a des arbres de décision, un peu comme nous a montré Françoise juste avant. Alors à noter aussi qu'il y a des outils d'évaluation juste de la vulnérabilité du milieu. Il y a eu un modèle américain drastique et puis aussi des travaux en Bretagne sur le risque parcellaire. Alors, des indicateurs qualitatifs complets, je dirais, qui prennent un peu toutes les familles de variables. Vous avez deux initiatives françaises, une dans le nord, en Picardie, le DAEG, et une en Charente-Maritime, Arthur, qui, eux, ont
on commençait d'abord à donner une évaluation de la sensibilité du milieu et du risque lié aux pratiques, et dans un second temps, ils recroisent. Donc, dans un cas, dans le DEAG, c'est des aires de décision classiques, avec des scores, des classes. Et puis, dans le cas d'Arthur, ils ont ajouté, Françoise l'a déjà évoqué, la logique floue, donc qui vous permet de limiter les effets de seuil. Hein. Quand je suis au-dessus de 1000 grammes, c'est mauvais, en dessous de 1000 grammes, c'est bon, et qu'est-ce que je fais à 999? Avec la logique floue, vous avez plus ce problème de seuil. Donc, mais des modes de construction semblables. Alors, pourquoi cette approche? C'est bien pour différencier l'approche milieu et l'approche pratique. Et puis, vous avez les approches maison de mon équipe avec l'indicateur IFI en version 1 et 2, donc, qui intègrent dans un arbre de décision les variables de différents types, en essayant de... Et dans le cas d'IFI 2, on s'est appuyé sur ce qu'avait évoqué aussi Françoise, une métamodélisation de la fouille de données avec des sorties de modèles. Et donc ça avec le modèle macro. Et puis, on passe maintenant... qu'est-ce que j'ai oublié? Ouais. Il y a un petit truc là qui déconne, mais ça repose sur donc des indicateurs avec des modèles un peu plus complexes, plus quantitatifs. Donc il y a POSER, où finalement avec POSER, il y a eu un croisement de la coefficient de transfert obtenu avec un modèle scénario aux Pays-Bas, la dose surdose homologuée, alors ça c'est un peu spécial à cet indicateur belge, c'est pas la dose, et un facteur sol et un facteur climat, et aux sorties, il y a un indicateur intégrant aussi la toxicité. Et puis, vous avez des approches un peu plus complexes, prenant en compte le milieu, le climat, la dose, les applications, aménagement, les propriétés. Vous avez des approches italiennes des PRIP, Synops, et aussi un indicateur basé sur le modèle macro drainage air qui vient du projet R. Et puis, tous ces indicateurs quantitatifs, ouais, c'est là qu'il y a une inversion issue de modèles complexes. Il y a eu des revues là-dessus. Là, je ne vais pas m'étendre, sinon vous allez vous endormir. Mais un des indicateurs, un des modèles qui a vraiment retenu l'attention, qui est utilisé en homologation, c'est le modèle macro. Pourquoi? Parce qu'il prend en compte aussi les transferts préférentiels, ce qui est important. Il est utilisé notamment maintenant aussi dans la méthode Cassiopée par les collègues d'Arvalis et en association avec AgroSolutions. Et puis donc quelques éléments de discussion. Donc on a vu là un gradient de complexité finalement d'un indicateur reposant sur une variable jusqu'à des sorties de métamodèles. Je vous ai fait grâce des équations, hein, naturellement en 15 minutes ce n'était pas le moment de voir ça. Alors il y a des approches vraiment simplifiées. Et ce qui peut motiver ça, c'est qu'il y a des problèmes d'accès aux données. Mais à l'échelle d'un bassin versant, l'échelle nationale du plan éco-phyto, il y a eu des travaux sur des indicateurs d'impact devant compléter l'IFT et le NODU. Par exemple, dans le cadre du projet guide, ils sont venus voir un peu tous les indicateurs qu'on avait dans la valise, avec une demande majeure, des indicateurs sans variable de sol. Parce que non, c'est trop compliqué. Voilà, ça, on leur a proposé des choses avec naturellement cette conscience que ce n'était pas très prédictif. Bon, dans beaucoup de cas, c'est finalement aussi la connaissance des pratiques qui est le facteur limitant à l'échelle nationale. Et c'est ce qui a motivé des travaux du GIS Grande Culture HP2E sur la connaissance des pratiques. Il y a un site qui vous donne accès à des métabases de données, ce n'est pas les bases de données. La qualité prédictive, elle est médiocre en général pour ces indicateurs, il faut le dire. Elle est quand même meilleure si on utilise des données moyennes. Pour des indicateurs plus élaborés comme IFI et PRIP, avec le modèle macro, c'était assez bon. Mais il faut les jeux de paramètres adaptés. Donc, il y en a qui sont proposés par AgroSolutions. Alors, ce qui ressort aussi, c'est que dans tous ces indicateurs, il y a des variables systématiquement ignorées qui sont vraiment pertinentes, comme la date d'application, la période d'application qui est dans IFI 2, l'état hydrique du sol, l'écart à un événement pluvieux. Alors, pour certaines variables comme les effets du climat, il faut quand même se poser la question, est-ce qu'on doit les prendre en compte ou pas? C'est fonction de l'utilisation. Si vous travaillez sur... vous voulez avoir un état des lieux des risques sur l'environnement, c'est des variables totalement pertinentes. Si vous voulez travailler sur le changement de pratique, l'amélioration des pratiques, il
faut peut-être les bloquer, les forcer, parce que les effets aléatoires du climat peuvent vous cacher, presque gâcher aussi le conseil, finalement cacher l'effet des pratiques. Et donc en conclusion, faut le dire, tous les indicateurs sont faux, mais certains sont plus utiles, hein, pour reprendre la phrase appliquée au modèle issu de la recherche. Se pose la question vraiment encore de la prise en compte des transferts préférentiels, ce qui est le cas dans IFI 2, et puis la prise en compte aussi des transferts par la phase solide, c'est pas beaucoup pris en compte. Peu de propositions à l'échelle du bassin versant. On en a eu une très intéressante hier de Paul Van Dyck, et puis il me reste à vous remercier pour votre attention.